après ce vibrant hommage de la démographie, on va étudier une question passionnante aussi, qui est le portrait des âges de la vie en France et les relations entre générations. Et pour aborder cette problématique, on aura deux angles complémentaires. Une approche quantitative avec Jean-Luc Tavernier et une approche réflexive avec Pierre-Henri Tavoyot, que je vais vous présenter, qui est professeur de philosophie à la Sorbonne, qu'on appelle Paris-Sorbonne, Sorbonne Université, voilà. Il est aussi président du collège de philosophie et de la collection Nouveau Collège de philosophie chez Grasset. Vous avez publié en 2007 un ouvrage qui s'appelle « Philosophie des âges de la vie. Pourquoi grandir, pourquoi vieillir ?» Et la réponse dans l'ouvrage. Et puis en 2017, vous avez publié « La guerre des générations aura-t-elle lieu ?» qui renvoie à la question de l'entraide intergénérationnelle. Je vais ensuite céder la parole, enfin tout de suite d'ailleurs, à Jean-Luc Tavernier, qui est directeur général de l'INSEE depuis 11 ans, m'a-t-il précisé, et qui donc, après un parcours dans la haute fonction publique, complet, enfin vous pourrez aller sur Wikipédia, vous verrez, c'est très complet, on sait tout ce que vous avez fait, mais comme on n'a que 10 minutes pour intervenir pour chacun d'entre vous, donc on ne va pas trop développer ça. On aura des questions possibles à la fin de cet atelier, pendant à peu près 5 minutes, et je vais tout de suite donner la parole à Jean-Luc Tavernier, à qui je donne la zapette. Ah oui, que je pointe alors, je ne sais pas. Vous pointez, je pense, à monsieur là-bas. À vous ? D'accord. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci alors de me donner l'occasion d'intervenir. Alors c'est un petit challenge de rentrée intéressant hein, que en 10 minutes de présenter les statistiques qui permettent d'éclairer l'âge de la vie qu'on peut faire à l'INSEE. Ça sera, j'ai donc un diaporama qui va peut-être être projeté. Sans ça, ça sera plus laborieux l'exposé, mais bon. Ça sera de toute façon moins brillant que celui d'Hippolyte, hein, plus aride, mais... Hippolyte, j'ajouterais quelque chose, parce que moi j'ai découvert un peu le monde des démographes en arrivant à l'INSEE il y a donc 11 ans, et il y a quelque chose que tu n'as pas dit, c'est... moi j'étais habitué aux discussions entre économistes qui peuvent être vives mais courtoises. Les discussions entre démographes sont vives. Souvent. Voilà. Alors j'y vais. C'est bon, il faut que j'aille de l'autre côté, sans doute. Je ne sais pas, oui, ça y va. Voilà, donc je vais parler un petit peu, bien sûr, de l'allongement de la durée de vie, qui est le trait essentiel, mais aussi je voudrais insister sur les statistiques qu'on a qui permettent de montrer l'évolution dans le temps du passage aux différentes étapes qui marquent l'entrée dans la vie adulte. Je parlerai un peu de composition familiale, et un petit peu aussi, mais tout ça va aller très vite, de niveau de vie, patrimoine, et puis satisfaction, bien-être selon l'âge. Et donc je commence, non, il faut que j'aille vraiment dans le bon sens, avec bien sûr la pyramide des âges. Alors vous avez la surface bleue, c'est la pyramide des âges de 2023 en France, qui ressemble plutôt à un cylindre, au moins pour une grosse partie. Si on veut remonter dans le temps, alors là, on observe effectivement une pyramide. C'est en 1870, hein, c'est les courbes en traits plus clairs, où on voit bien qu'à chaque âge, on perd de la population. Il y avait de la mortalité infantile, et puis il y avait de la mortalité tout au long des âges de la vie. Un siècle plus tard, en 1970, c'est les courbes jaunes. J'ai oublié de dire que c'était homme d'un côté, femme de l'autre, bien sûr, homme à gauche, femme à droite, j'imagine, oui c'est ça. En 1970, vous avez la marque, les deux encoches qui sont le défaut de naissance aux 2 guerres mondiales. Et puis donc 2023, on arrive à quelque chose qui ressemble beaucoup moins, comme je disais, à une pyramide qu'à un cylindre. Ça sera encore plus vrai, mais je ne vais pas commenter 2070, parce qu'après les mises en garde d'Hippolyte. Enfin, c'est quand même le seul élément où on se risque d'aller si loin, un peu parce qu'il y a des éléments de prévisibilité, surtout parce qu'on nous le demande, à vrai dire, de faire des pyramides des âges à cet horizon-là lointain de 2070, notamment pour les raisons de projection d'équilibre des régimes de retraite. On constate d'ailleurs sur la pyramide des âges actuels, hein, surface bleue, que ça s'érode un peu à la base.
Et c'est donc la baisse de la natalité qui rentre à peu près dans sa 10e année, là, c'est à peu près depuis le milieu des années 2010, qu'on a une baisse de la natalité qui n'est à ce stade pas plus expliquée que le rebond de fécondité dont tu parlais à la fin des années 90, au tournant des années 2000. Alors, une autre manière de présenter les choses, c'est de parler, là, je ne vous ai pas présenté l'espérance de vie, en gros, a pris 10 ans, augmenté de 10 ans à 50 ans, un peu plus pour les hommes, un peu moins pour les femmes. Une autre manière de présenter les choses, c'est de regarder les courbes de survie aux âges élevés. Alors c'est comme l'espérance de vie, c'est une génération fictive, c'est une génération à laquelle seraient appliqués tous les taux de survie à chaque âge qu'on observe aujourd'hui. Donc, aux conditions de 1972, une femme avait une chance sur 2 d'accéder à l'âge de 80 ans. Maintenant, c'est 3 chances sur 4. Hein, c'est la différence entre la courbe bleue et la courbe rouge à gauche. Et puis pour les hommes, c'est passé en gros d'un quart qui pouvait attendre 80 ans en 72 à aujourd'hui 3 sur 5. Voilà. Ça, c'est pour vraiment les questions d'évolution de la durée de vie. Et j'avais envie, moi, d'illustrer aussi quelque chose qu'on commente moins, mais qui est assez intéressant, qui est l'évolution de l'âge à laquelle on rentre dans la vie adulte. Alors, il y a différents indicateurs possibles. Vous avez là, je ne sais pas si vous le voyez, mais on ne voit rien du tout, en fait. Ah, sur les côtés. Et sur les côtés, vous voyez quelque chose? Non. Non, vous voyez rien, en fait. Ah, vous êtes gentil, vous me laissez parler, mais c'est bien, j'apprécie. Bon. Eh ben, je vais faire ça de façon plus littéraire. Donc, la fin des études, bon, vous avez femme à gauche, homme à droite, il y a 4 générations successives de 10 ans en 10 ans. Et vous avez l'âge, donc c'est en ordonnée, à laquelle on termine les études, à laquelle on accède au premier emploi, à laquelle on quitte le foyer parental, première cohabitation en couple, premier enfant. Il y a premier couple aussi, mais ils n'ont pas été capables de me dire ce que ça signifiait réellement dans l'enquête. Première cohabitation en couple, ça on voit bien. Donc tout ça, à part le départ du foyer parental, parce que les étudiants quittent aussi le foyer parental, tout ça augmente notablement au fil des générations. Hein, tout ça se fait de plus en plus tard. Et c'est notamment le cas, bien sûr, de la fin des études et pareillement du premier emploi et du premier enfant. Premier enfant, c'est même la hausse la plus spectaculaire, je dirais. Sur l'espérance de scolarité, là c'est un graphique qui illustre la question de la fin des études avec l'espérance de scolarisation à 2 ans. Bon, mais ça vous voyez bien, ça a fortement augmenté entre 1985 et la fin des années 2000. Ça a baissé un petit peu du fait de la raréfaction des redoublements, hein, et puis c'est remonté aujourd'hui pour les filles comme pour les garçons. Pour ce qui concerne l'âge moyen à la maternité, c'est la courbe rouge. Ça a beaucoup augmenté depuis le milieu des années 70, hein, très très spectaculaire, c'est en dessous de 27 ans. L'âge moyen à la maternité des mères, c'est maintenant 31 ans. En bas, vous avez l'âge moyen, mais il n'y a pas tous les points, mais à la naissance du premier enfant. Et puis en haut, vous avez l'âge moyen des pères à la naissance, qui est en gros, de manière assez stable, 3 ans plus élevé que celle des mères. Je continue, tout ça est un peu à bride abattue, mais c'est pour laisser du temps éventuellement aux questions. Sur les modes de cohabitation, où on sait à chaque âge donc si les femmes comme les hommes sont en bas âge enfants dans leur famille d'origine, et puis seul, c'est le rose, famille monoparentale, c'est le jaune pâle, en couple sans enfants, c'est le bleu ciel, et en couple avec enfants, c'est le bleu foncé. Donc on voit comment les choses évoluent au fil du temps. Mais je vous le laisserai peut-être découvrir si vous avez le diaporama, parce qu'il y aurait trop de choses à dire. Ce qui est peut-être je voudrais insister, c'est sur la manière dont ça a évolué au fil du temps, à la fois pour les femmes et pour les hommes. Vous avez à gauche, c'est la courbe de proportion de femmes en couple en 1975, et puis les 3 autres courbes, c'est à des années successives, 99, 2009, 2019. Donc en gros, en 75, je crois qu'il y avait entre 20 et 25 ans, la moitié des femmes qui étaient en couple. Maintenant, c'est un quart.
La norme du couple était très prégnante puisque c'était près de 90, au maximum, autour de 35-40 ans, 90% des femmes étaient en couple. Et puis ça baissait relativement rapidement du fait notamment du veuvage. Donc les choses ont beaucoup évolué, moins de couples aux âges jeunes, une norme moins prégnante, c'est aux 3/4 des femmes qui sont en couple au sommet, dans l'âge moyen. Et puis, bien sûr, avec l'allongement de l'espérance de vie et la réduction le décalage et la réduction des situations de veuvage, on est plus souvent en couple aux âges élevés. Et c'est un petit peu la même chose à droite côté homme. Je termine ce panorama rapide pour parler quand même un peu revenus, en regardant les niveaux de vie et les patrimoines au fil des âges. Alors, la courbe bleue, c'est le niveau de vie. Donc, on regarde le niveau de vie de la famille dans laquelle on est et on corrige ça de ce qu'on appelle l'unité de consommation. Donc, s'il y a des enfants, évidemment, un salaire pour une famille avec enfants, le même salaire, ça sera un moindre niveau de vie que le même salaire pour une personne seule. Et puis, en rouge, c'est le patrimoine. L'échelle de droite pour le patrimoine, l'échelle de gauche pour le niveau de vie. Donc on voit que ça s'élève tout au long de la vie active, le niveau de vie. Ça s'élève en début de carrière parce que les salaires augmentent. Ça s'élève aussi vers au-delà de 45 ans parce que les enfants quittent le domicile familial et donc corrigé de ces unités de consommation, le niveau de vie augmente. Ça atteint un sommet à la soixantaine et puis ça baisse un petit peu, mais pas tant que ça, vous voyez, à l'âge de la retraite. Et le patrimoine, lui, il croît continuellement pour atteindre un maximum. Alors aujourd'hui, le maximum, c'est plutôt vers 70 ans, alors que c'était avant 50 ans, puis 60 ans. Maintenant, le maximum du patrimoine, c'est à 70 ans. Notamment, le patrimoine immobilier croît longtemps. Et le patrimoine financier baisse peu à la retraite. Donc, contrairement à ce qu'on apprend sur le cycle de vie, on désépargne peu parce que le niveau de vie des retraités permet de continuer, jusqu'à la dépendance en tout cas, à entretenir le même niveau de vie sans désépargner. Et puis, ça se voit donc sur quelque chose qui est bien commenté chaque année dans les rapports du corps, par exemple, qui est le niveau de vie relatif des retraités par rapport à l'ensemble de la population. Vous avez cette forte progression pendant 4 décennies, 3 décennies plutôt, de 70 à 2000. En 70, avant l'amélioration des retraites, le minimum vieillesse, etc., les retraites des agriculteurs, on était à 70% de niveau de vie moyen. On a atteint 100% et on y reste. Donc la montée, elle est due à l'amélioration du système de retraite et aux carrières de plus en plus continues, en particulier celles des femmes. Et la stabilité depuis, elle est due à des règles d'indexation des pensions sur les prix plutôt que sur les salaires et au durcissement des règles de calcul qui sont intervenues et qui ont compensé le fait que les carrières sont aussi de plus en plus continues, de plus en plus pleines pour les femmes. En gros, c'est quand même un peu au-delà de 100%. Si on tenait compte de l'effet de possession du logement, ça serait même un ratio encore plus favorable aux retraités. Ce qui explique, j'en parle pas, mais il y avait le sujet relations entre générations, qu'on a plutôt des transferts qui sont à rebours aujourd'hui dans un certain nombre de cas. Et on a aussi beaucoup illustré à l'INSEE les transferts entre générations en faveur des jeunes, comment les familles aident les jeunes, ce qui est assez massif. Et puis je termine par quelque chose dont je parle toujours, bien que tout le monde s'en fiche, parce qu'on nous dit toujours vous ne parlez que de PIB, etc. Et quand on fait autre chose et qu'on parle de bien-être, ce n'est pas commenté. Très peu, Jean-Marc. Peut-être toi tu commentes, mais peu de monde. Et donc là, donc vous savez, on demande dans une enquête aux gens comment ils vous notent leur satisfaction dans la vie entre 0 et 10. La moyenne, c'est 7. Dans à peu près tous les pays, c'est 7. C'est ce que vous voyez à droite. L'ensemble, c'est 7,1. 7 pour les femmes, 7,1 pour les hommes. La différence ne doit pas être très significative. Et puis, vous avez, selon les classes d'âge, la manière dont ça évolue. Donc, on est plus heureux, on est plus satisfait. En tout cas, on répond qu'on l'est plus quand on est jeune. Ça baisse un petit peu tout au long de la vie active. Ça remonte au début de la retraite. Et puis, ça baisse après en lien avec là où ça baisse, c'est les gens qui ont évidemment des problèmes de santé. Et ce qu'on observe en revanche, c'est que la satisfaction dans la vie, en ce qui concerne son cadre de vie ou son logement, elle ne faiblit pas.
elle ne faiblit pas, au contraire, elle augmente, elle reste stable. Et c'est vraiment les questions de santé qui font qu'en moyenne, on se sent moins heureux quand on est âgé. Pour le reste, il y a peu de différence. Voilà, merci. Merci beaucoup. Entendez. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vous signale que vous pourrez retrouver tous les slides de Jean-Luc Tavernier sur le site Melchior. Donc si vous êtes un peu frustré parce qu'on ne voit pas parfaitement, vous pourrez vous y replonger par la suite. Je vais céder la parole à Pierre-Henri Tavoyot. Vous voulez rester ici? Vous allez là-bas? Bon, ben voilà, je vous donne... Okay. Merci. Alors, par rapport aux données, l'idée ici, c'est de réfléchir à la dimension existentielle. Alors, permettez-moi, pour aller à l'essentiel, et directement de commencer par un petit sondage dans cette salle. Est-ce qu'il y a des adultes? Est-ce que les adultes peuvent lever la main? Merci. Donc, il y a pas mal d'adultes. Est-ce qu'il y a des jeunes? Oui. Est-ce qu'il y a des enfants? Des gens qui se sentent enfants. Voilà, il y en a, oui, il y en a quelques-uns. Est-ce qu'il y a des vieux? Bon, bravo pour votre honnêteté. Tout ça pour expliciter le fait que, voilà, il y a des gens qui ont voté plusieurs fois, même 4 fois. Ce qui veut dire que les âges de la vie sont devenus relativement brouillés. On pourrait poser la question, mais ça prendra un peu plus de temps, pour ceux qui sont adultes, à quel âge? À quel moment? Est-ce que c'est 18? C'est quelque chose d'intéressant à poser dans les dîners de famille. À quel âge êtes-vous devenu enfant? Je vous donne les réponses les plus habituelles, qui sont celles de l'INSEE également. C'est effectivement pour beaucoup la naissance du premier enfant qui marque un marqueur, même si tous les parents ne sont pas adultes et tous les adultes ne sont pas parents, soyons bien clairs. L'entrée dans la vie de famille, dans le couple, il y a toute une série d'éléments qui marquent effectivement une sorte de seuil d'entrée dans l'âge adulte, parfois des choses plus tragiques, le décès des parents, une expérience d'exil, enfin un marqueur important, autant d'éléments qui marquent l'entrée dans l'âge adulte, mais par où l'on voit que ces marqueurs sont aujourd'hui beaucoup plus individuels que sociaux. La dimension individuelle, du récit individuel est sans doute plus prégnante que la dimension collective, même si on se reconnaît dans les expériences des autres. Donc ça ne veut pas dire que c'est le pur individualisme ou le pur relativisme. Mais ça nous dit quelque chose d'assez profond. C'est que les âges de la vie sont aujourd'hui singulièrement brouillés. On sort de l'enfance de plus en plus tôt, on entre dans l'âge adulte de plus en plus tard. Certains disent jamais. Quand on est enfant, on a envie d'être ado très vite. Quand on est adulte, on n'a pas envie d'être vieux. Quand on est vieux, on ne veut pas vieillir. Et les jeunes, par ailleurs, qui sont très contents des jeunes, ont en même temps envie d'accéder aux responsabilités et à une certaine forme d'autonomie. Donc, en fait, personne ne veut faire son âge. Ce qui est assez dramatique sur le plan existentiel. Par rapport à une époque, l'époque traditionnelle, où l'âge nous faisait. L'âge nous donnait une identité à laquelle il fallait se conformer. Je me souviens toujours de cette expérience quand j'étais petit. Un ami de mon grand-père est arrivé à la retraite et il s'est acheté une canne et une pipe. Il n'avait jamais fumé, il marchait très bien, mais il adoptait l'uniforme du retraité. Aujourd'hui, le jour du départ à la retraite de votre collègue, achetez-lui une canne et une pipe. Ça va être vachement bien pris. Voilà. Donc, autant d'éléments qui témoignent du fait que les choses se sont singulièrement brouillées. Et on peut entendre ce brouillage en 2 sens très différents, qui sont les 2 scénarios sur le marché que nous avons pour interpréter ce phénomène. Premier scénario, la lutte des âges, brouillage. Les âges se brouillent. Vous voyez, c'est un scénario qui régulièrement revient, la guerre des générations, etc. Bon, on a du mal, après avoir les batailles de cette guerre des générations, mais c'est l'idée qu'il y a une tension. Et en effet, chaque âge aujourd'hui a de bonnes raisons de se plaindre. Les jeunes, l'entrée dans la vie adulte est beaucoup plus difficile. Les vieux peuvent considérer qu'ils sont abandonnés, relégués dans des EHPAD. Quant aux adultes, ou en tout cas la population active, c'est eux qui financent les études des jeunes et c'est eux qui financent les retraites des vieux. Je vais vite, mais d'une certaine manière, on a à chaque âge de bonnes raisons de se plaindre de tous les autres âges. Pourtant, les choses se passent quand même relativement bien. Donc ce scénario est à prendre avec beaucoup de pincettes, même s'il y a des tensions, incontestablement. Puis le deuxième scénario, pour expliquer ce brouillage des âges, c'est le scénario de la fin des âges de la vie. Alors ça, c'est un scénario qui est très spectaculaire, parce que ça veut dire qu'on aurait une vraie mutation anthropologique.
Dans toutes les populations connues, culturelles connues, il y a des marqueurs d'âge de la vie. On peut prendre un peu de distance d'ailleurs. On peut considérer qu'à l'âge de la nature, à l'état de nature, en fait, il y a deux âges. Il y a l'enfance et l'âge adulte. Voilà, enfance et âge adulte. Il n'y a pas de jeunesse parce que la jeunesse, c'est le moment où je suis en capacité de procréer, mais je ne le fais pas. Voilà. Ce qu'on appelle le moratoire. Et puis, il n'y a pas de vieillesse parce qu'on se fait bouffer avant, à l'état de nature. La nature ne supporte pas la faiblesse. Toutes les sociétés humaines connues, culturelles, inventent deux âges supplémentaires. La jeunesse, c'est-à-dire cette étape intermédiaire où j'ai la capacité de procréer, mais je ne le peux pas socialement. Et puis, la vieillesse, qui est un âge qui va pouvoir éventuellement servir à quelque chose, pour une collectivité. À quoi ? Alors on peut considérer, pardon, je vais être ultra caricatural, que les vieux hommes, ça peut être intéressant pour régler les conflits des jeunes hommes. Les vieilles femmes, on se demande vraiment à quoi ça sert. Bien si, quelque chose d'essentiel, ça sert à raconter des histoires aux enfants, c'est-à-dire à faire la transmission culturelle, l'élément essentiel d'une collectivité, d'une civilisation. J'arrête mon côté caricatural, je vais me faire lyncher. Mais le point important, c'est que ces deux âges, qui sont des âges des collectivités humaines, de la culture humaine, la jeunesse et la vieillesse, sont des âges qui, à l'époque contemporaine, se sont considérablement allongés. Ce sont même ces âges qui se sont le plus allongés. Quand on dit qu'on gagne de l'espérance de vie, oui, bien sûr, mais on pense souvent qu'on la gagne à la fin. En vérité, on la gagne au milieu et à la fin, avec une jeunesse qui s'allonge considérablement et une vieillesse qui s'allonge et se pluralise. C'est ça qui est très spectaculaire chez chaque âge de la vie aujourd'hui, est considérablement fragmenté. Et ça, c'est un apport des sciences humaines, incontestablement. Oui, l'enfance, on va la découper en plusieurs phases, prime enfance, etc. La jeunesse, il y a une phase de sortie de l'enfance, qu'on peut appeler l'adolescence, et puis une autre phase qui est l'entrée dans la vie adulte, qui est aussi beaucoup plus durable. Personne ne dira, ou rares seront ceux qui diront, je suis devenu adulte à 18 ans. Je suis devenu adulte le jour de ma première expérience sexuelle. Je suis devenu adulte le jour de mon bac ou le jour de mon service militaire. En fait, ce sont des expériences de la jeunesse, d'un parcours d'entrée dans la vie adulte, même si existentiellement, en effet, le seuil de l'âge adulte reste présent. Il reste présent. Et encore une fois, faites l'expérience de poser la question autour de vous. Qu'est-ce qu'un adulte ? À quel âge devient-on adulte ? Chacun, quand il réfléchit, se dit oui, il y a eu des petits moments quand même qui ont marqué. C'est vrai que la naissance du premier enfant, c'est le moment où on arrête de penser qu'à sa pomme. Voilà, on est responsable d'un petit être. Ça compte. Le moment où on est professionnellement autonome, c'est aussi un moment où on devient en effet responsable en relation avec les autres. Donc ces éléments témoignent d'une reconfiguration de l'âge adulte. Je termine avec ça. Cette reconfiguration de l'âge adulte, elle a un pivot. C'est ça peut-être le point qui est le plus intéressant, c'est que tout se focalise autour du grand oublié en fait, de tous ces âges, parce qu'on parle beaucoup de l'enfance, on parle beaucoup de la jeunesse, on parle beaucoup de la vieillesse, mais on oublie parfois l'adulte. C'est pour ça que j'ai commencé par cette question. Et vous allez dans les mairies, au ministère, il y a un bureau de l'enfance, il y a un bureau de la jeunesse, il y a un bureau de la vieillesse, la grande vieillesse, la petite vieillesse, enfin voilà, la moyenne vieillesse. L'adulte, on n'en parle pas. Comme si, d'une certaine façon, l'adulte était à la fois délégitimé et oublié. Or, je crois que c'est quand même cet âge qui continue à faire le pivot. Simplement, c'est un adulte un peu différent. Ce n'est pas l'adulte de jadis, hein, vous voyez, en 1896, quand on a reformé l'enseignement secondaire en France, Léon Bourgeois, grand républicain, disait voilà, l'enseignement secondaire doit faire des adultes. Qu'est-ce que c'est qu'un adulte ? À l'époque, c'était très clair. Voilà la réponse. C'est un père de famille, un soldat, un citoyen. Il ne vous échappe pas qu'il manque quelqu'un dans ce portrait. Les femmes. Et la grande révolution des 50, 60 dernières années, c'est que la femme est devenue un adulte comme un autre. Ce n'est pas un homme comme un autre, c'est un adulte comme un autre. Elle a désormais toutes les qualités. C'est absolument révolutionnaire et probablement, là pour le coup, c'est une mutation anthropologique majeure. Et sur cette base-là, l'adulte se reconfigure. Il n'est plus l'uniforme que l'on endosse. Voilà.
comme le retraité. Il est une trajectoire existentielle qui se caractérise, et je termine par ça, parce que c'est une dimension plus philosophique, par un certain rapport au monde, par un certain rapport aux autres et par un certain rapport à soi. Le rapport au monde, c'est ce qu'on peut appeler l'expérience. L'expérience, ce n'est pas le fait d'avoir tout expérimenté. D'ailleurs, celui qui dit « je sais tout », ce n'est pas un adulte, c'est plutôt un jeune. Vous voyez, le jeune à qui on dit « laisse-moi te donner un bon conseil ». Non, non, je sais. L'adulte, c'est celui qui ne sait pas tout, mais qui se dit qu'il arrive à bricoler. Un peu. L'expérience, rapport au monde. On voudrait transmettre l'expérience à nos enfants. Ce n'est pas possible. On peut transmettre des expériences, mais l'expérience est une conquête. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop protéger les enfants pour avoir la capacité de l'expérience. Deuxième élément, la responsabilité, rapport aux autres. Ce n'est pas la responsabilité simplement de ses actes. Ça, petit enfant sait très bien ce que c'est que la responsabilité de ses actes. La preuve, c'est que quand il fait une bêtise, il va se cacher. Il a bien compris le concept. La responsabilité de l'adulte, c'est la responsabilité pour autrui. Dans notre trajectoire existentielle, on a tous en tête des gens qui ont compté pour nous, qui nous ont mis le pied à l'étrier. Quand on était des jeunes, c'est-à-dire insolents, impertinents, prétendant tous savoir. Il y a un concept philosophique pour ça s'appelle les petits cons. Voilà. Ou petites connes d'ailleurs, soyons parfaitement paritaires. Eh bien, à ce moment-là, il y a des gens qui nous ont dit « c'est pas grave, je te fais confiance ». En dépit, j'ai été, je sais ce que c'est, je te fais confiance et je te mets le pied à l'étrier. Responsabilité pour autrui. Voilà. Deuxième élément de la dimension de l'adulte. Et troisième élément existentiel, eh bien, c'est le rapport à soi, c'est-à-dire le fait qu'on n'a pas, voilà, on n'est pas parfait, mais effectivement, il faut aussi progresser, avoir des projets. Et donc ces trois dimensions témoignent du changement de l'âge adulte, et je termine avec ça. L'âge adulte n'est pas un habit qu'on endosse, c'est un horizon. On est toujours un peu déçu de cet horizon parce qu'on ne l'atteint jamais par définition, mais il nous guide. Et c'est ça qui témoigne de la transformation des âges de la vie. Les chiffres sont parfaitement intéressants et présents. Cette trajectoire existentielle, c'est une trajectoire individuelle que l'on partage. On n'est pas tout seul. Et cette trajectoire eh bien, nous permet effectivement de parcourir la vie du berceau à la tombe. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il nous reste très peu de temps pour les questions. J'avais une question sur les rites de passage, quand même, qui étaient quand même très structurants dans les sociétés traditionnelles. Qu'est-ce qu'il en reste ? Au sens rigoureux du terme, non. Un rite de passage, c'est 3 moments. C'est à un moment donné, la société décide que le temps est venu. Voilà. Deuxièmement, c'est on isole l'enfant pour le rite de passage particulièrement. Voilà. On l'initie et on le remet dans la société. Il a totalement changé d'identité. Ça dure 3 jours. Un rite de passage dure 3 jours. La jeunesse aujourd'hui dure 15 ans. Voilà. Donc il y a des seuils qui persistent, incontestablement, mais des rites de passage au sens rigoureux anthropologique du terme, Arnold von Gennep, ça n'existe plus. D'accord. Il nous reste 1 minute 56. Quelqu'un a-t-il une question à poser à l'un ou l'autre de nos intervenants ? Alors peut-être qu'on va prendre plusieurs questions en même temps. En 1 minute 39. Bonjour. J'ai du mal à comprendre la distinction que vous faites justement entre les 3 étapes, jeune, adulte et vieux. Un vieux n'est plus un adulte alors ? Alors un vieux est toujours un adulte. On pourrait dire que la configuration des âges de la vie aujourd'hui, je reprends un concept de Claudine Ignatias-Donfut. Adolescence, je grandis. J'arrête de grandir, adulte, et je commence à m'élargir. Le corps fonctionne comme ça, mais l'esprit aussi. Et donc, ce qu'on peut appeler, avec Claudine Ignatias-Donfut, la maturescence. Donc là, en l'occurrence, j'ai été rapide dans la présentation, mais évidemment, le grand défi de la vieillesse aujourd'hui, ce qu'on appelle le bien vieillir aujourd'hui, c'est souvent, bien vieillir, c'est rester en pleine forme et rester jeune. Le bien vieillir, c'est pas ça. Le bien vieillir aujourd'hui, c'est rester adulte. Au sens de l'expérience, rapport au monde, responsabilité et authenticité. Donc c'est ça le grand défi. Cette réflexion nous permettrait de repenser effectivement les politiques de la vieillesse, le rapport au lien, le rapport au monde, non pas simplement le rapport à la santé, qui est un peu focalisé, mais toute cette dimension-là. Donc bien vieillir, c'est rester en lien et rester adulte.
Voilà, et pour compléter cette question, vous pourrez toujours lire La guerre entre générations aura-t-elle lieu, publié en 2017. Avec Serge Guérin qui sera là tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup. Merci à nos intervenants. Nous sommes dans les temps. Et on va laisser la parole au prochain atelier.